Sur le ring, l'ODJ TV Radio avec Hassan Lachgar. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi, Rachid. Merci d'avoir accepté surtout de monter sur un ring et d'enfiler les gants. Je rappelle que vous êtes député USFP et que vous êtes également secrétaire régional du parti, donc de l'USFP, concernant la région Rabat, Salé, Kénitra. Exactement. Débat en 3 rounds avec vous. Première round, grève des enseignants, l'actualité du jour et du moment, même si c'est la 6e semaine consécutive de grève. Donc, grève des enseignants, statut unifié. Gel du décret, est-ce que c'est une victoire pour le gouvernement? Vous nous direz, point d'interrogation. Deuxième round, projet de loi de finances 2024, c'est passé au niveau de la Chambre des conseillers actuellement. Est-ce qu'on va vers plus de justice sociale avec un point d'interrogation? Vous nous direz, là aussi. Et troisième round, nouvelle alliance USFP-PPS actée et scellée il y a quelques jours. Est-ce que du coup, les membres de l'USFP tout court, entérinent toute velléité de rejoindre une future éventuelle coalition gouvernementale, parce qu'on parle il y a beaucoup de rumeurs sur un remaniement ministériel, donc est-ce que stratégie politique, message politique, qu'est-ce qu'il faut retenir en tout cas de cela? Mais Hassan Lachgar, sur le premier round, grève des enseignants, on l'a vu en début de semaine, réunion entre le gouvernement et les représentants syndicaux, gel du décret, est-ce que c'est une victoire pour le gouvernement selon vous? Écoutez, déjà, ça fait plusieurs semaines, plus de 4 semaines que ça dure, les grèves au niveau de l'enseignement. Ça naît, comme vous l'avez dit, d'un certain statut que tout le monde a refusé. Et il y a des demandes persistantes de ces enseignants partout au Maroc. Il y a une adhésion aussi, on a remarqué, des familles, des parents d'élèves qui sont d'accord par rapport à certaines revendications de ces enseignants. Là, ce qu'on veut dire au niveau de l'USFP, le plus intéressant, le plus important, c'est le retour à la normale. C'est le retour de ces élèves marocains à l'école. Il s'agit de 8 millions d'élèves pratiquement, de millions de familles qui sont concernées par ça. Donc ça, c'est le premier point. Est-ce qu'aujourd'hui, si vous permettez, Hassan Lachgar, est-ce qu'aujourd'hui, ce qui est acté, c'est un retour justement des élèves en classe et des enseignants, parce qu'il y a les coordinations des enseignants qui refusent et qui rejettent cet accord? On espère sérieusement que ça aboutisse à ça. On espère sérieusement que le gouvernement tiendra sa parole, qu'il prendra en considération toutes les revendications de ces enseignants et qu'il y aura un dialogue sérieux et qu'il respectera les dates qu'ils ont annoncées. Malheureusement, pour revenir à quelque chose d'autre, c'est qu'on a perdu beaucoup de temps. Ça fait plus, comme j'ai dit, de 4-5 semaines. C'est la 6e semaine, semaine de grève consécutive. Au niveau de l'USFP, déjà le 12 novembre, on avait parlé de la nécessité du gel. Les enseignants sont d'accord, mais plus on perd du temps, moins il y a de confiance. Malheureusement, on aurait aussi espéré que depuis la signature hier de ce accord, plus ou moins. Mais c'est l'accord sur quoi? Est-ce que vous, en tant que député, vous avez suivi de près on a essayé de suivre. Déjà, on se pose réunion? Une première question, c'est le timing de la réunion. On ne comprend pas que ce soit fait un lundi matin. On n'a même pas le temps de communiquer ça, de communiquer autour de ça, d'informer tous ces enseignants. Aujourd'hui, il y a toujours grève. Parce qu'il y a un mouvement de grève qui a été lancé pour mercredi, jeudi. Il y a un mouvement de grève qui est lancé. Donc il fallait que ces discussions aient lieu vendredi, samedi, pourquoi pas dimanche, qu'on ait au moins le temps de communiquer autour. Deuxième chose, hier il n'y a eu aucune communication. J'ai suivi les infos dans la télévision publique. On aurait aimé avoir un ministre, un responsable, des responsables. Il y a le chef de gouvernement qui a fait une vidéo qui s'est exprimé. On ne communique pas comme ça au Maroc, à ma connaissance. On a des journaux télévisés qui prennent 30, 40 minutes et que les Marocains continuent à suivre, et surtout les gens concernés qui sont les enseignants. On aurait aimé que ces gens viennent, expliquent et convainquent ces gens-là à la télé, à la télévision. Est-ce que ça veut dire Hassan Lachgar, premier grief, en fait, première critique en tout cas, ce que vous regrettez et déplorez, c'est le fait qu'à la suite de cette réunion entre le chef de gouvernement et les représentants syndicaux, il n'y ait pas eu une prise de parole du chef de gouvernement? Il y a eu un grand retard. À la télé. On a fait perdre aux familles marocaines, aux enfants marocains des semaines d'enseignement qu'il va falloir rattraper. Il y a eu beaucoup de décisions qu'on n'a pas compris, qui étaient annoncées par différents ministres, pas nécessairement les ministres concernés ni le chef de gouvernement. Il y a eu un entêtement de ce gouvernement. Aujourd'hui, on espère que l'accord d'hier va permettre de régler tout ça et surtout que le gouvernement tiendra parole parce qu'il a vu le danger que courent des millions de familles. Est-ce que pour vous, hier, le gouvernement, en annonçant le gel de ce décret, donc qui a été publié en octobre dans le bulletin officiel, est-ce que c'est une marche arrière du gouvernement? Comment vous l'interprétez, vous, politiquement, Hassan Lachgar? Est-ce que c'est le gouvernement qui a mis un genou au sol? Est-ce que c'est une marche arrière? Est-ce que c'est une pour nous, victoire? C'est très clair. Premièrement, on ne fait pas de grandes réformes à huis clos. Moi, on nous dit souvent
qu'on a pris les meilleures pratiques qui viennent du privé, etc. Mais visiblement, on n'a pas entendu parler de conduite de changement, de faire participer des gens, etc. Chose qui se fait très très bien dans le privé pour réussir des modifications telles que nous avons aujourd'hui. Malheureusement, on n'a pas fait ça, on n'a même pas respecté la loi, il n'y a pas eu le référentiel des compétences et des métiers, etc., de l'éducation qui a été fait et qui était supposé être envoyé au Conseil supérieur par texte de loi, parce que la loi cadre sur l'éducation, la réforme de l'éducation stipule clairement qu'il faut faire ça dans un premier lieu avant de préparer le décret. Malheureusement, toutes les procédures n'ont pas été suivies. On a travaillé à huis clos. C'est un gouvernement qui se targue de ne pas communiquer, mais la communication, elle est dans les deux sens. En fait, ce que ne comprend pas le gouvernement, on n'attend pas juste que tu communiques, que tu dises ce que tu comptes faire, mais aussi et surtout que tu écoutes, que tu sois à l'écoute des revendications des gens, parce que tu es là finalement pour servir ces gens-là et pour offrir le meilleur service public possible. Donc oui, Hassan Ashgar, aujourd'hui, on n'a aucune certitude sur le fait de savoir si cette grève va se poursuivre ou pas. Parce que je rappelle qu'il y a effectivement un mouvement de grève qui est annoncé pour mercredi et jeudi prochain, le 29 et le 30 novembre. Ça d'une part. Vous dites, il aurait fallu aussi que le Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique soit saisi. Il n'a pas été saisi, pas consulté, aucune validation de son côté. Mais en même temps, hier, vous avez vu comme moi, le chef de gouvernement, dans cette vidéo qui a été diffusée largement sur les réseaux sociaux, a dit voilà, on s'est entendu, la réunion était positive, on a une échéance au 15 janvier 2024, donc on a 1 mois et demi, 45 jours pour se mettre d'accord, c'est juste des ajustements et espérons que tout va rentrer dans l'ordre. Est-ce que ça vous satisfait ou pas? On verra. On verra les résultats. Moi, j'espère que ça va satisfaire les concernés d'abord et qu'ils donneront. Moi, je suis pour qu'ils donnent ce délai jusqu'au 15 janvier. On n'a pas d'autre choix, c'est les enfants, c'est nous tous, c'est des familles marocaines qui sont concernées, les familles des enseignants entre autres. Donc quand bien même on est très très solidaire avec tous ces enseignants qui ont des revendications tout à fait légitimes, à notre sens ce serait bien qu'ils donnent justement ce délai au gouvernement avant de voir si qu'offre le gouvernement répond à leurs revendications. Parce qu'il y a les centrales syndicales classiques, j'ai envie de dire, l'UMT, l'UGTM, la FDT et les coordinations. Il s'avère que depuis le début, Hassan Ashgar, en fait, le gouvernement en fait, ne discute qu'avec les centrales syndicales, j'allais dire classiques et ordinaires, alors qu'en fait, ceux qui sont à l'origine de ces mouvements de grève et qui tiennent tête en fait, au gouvernement, ce n'est pas les centrales syndicales, c'est les représentants des enseignants. Est-ce que là, du coup, aussi en termes de méthode, est-ce que ça ne pose pas problème? Je veux dire sincèrement, pas que ce ne soit pas les centrales syndicales. Ce qui est arrivé, c'est que depuis les accords du 30 avril 2022 et même avant, on a affaibli les syndicats parce que quand on a eu un accord le 30 avril 2022, il y avait certains points qu'on n'a même pas commencé. La réforme de la retraite, la loi sur les grèves. Il y avait différents points qu'on nous avait cités à l'époque et à ma connaissance, la révision du code de travail et j'en passe. Aucun des points sur lesquels on s'est mis d'accord n'a été exécuté. Ajoutez à cela que ce qui vient dans le programme gouvernemental, dans tout ce qui a rapport à ce qui est social, salaire, etc., n'a pas été exécuté. L'augmentation générale des salaires, on n'en a pas encore discuté, alors que c'était dans l'accord du 30 avril 2022. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a affaibli les syndicats en signant un accord qu'on n'a pas du tout respecté. Aujourd'hui, il faut renforcer ces syndicats. Et je vais vous dire autre chose. Les syndicats classiques. Je connais beaucoup de gens dans ces coordinations. Une bonne partie de ces gens sont quand même des gens qui ont évolué avant ou en même temps au sein de syndicats ou bien au sein de partis politiques. Donc, c'est des gens qui ont une culture. J'espère qu'ils vont reprendre confiance en les syndicats parce que ça reste le canal institutionnel nécessaire. Sauf qu'il y a un décrochage. Il y a un autre point, c'est que le gouvernement est supposé innover. Au Maroc, depuis la Constitution de 2011, on a parlé de démocratie participative, on a parlé de s'ouvrir. Malheureusement, il faut que nous tous nous revoyions ce qui ne marche pas parce que finalement, les gens n'y croient pas. Est-ce qu'en même temps, les gens n'y croient pas parce qu'à la sortie de cette réunion entre le chef de gouvernement et les représentants syndicaux, donc les centrales syndicales, grosso modo, appellent en fait à la fois les enseignants et les enfants à revenir en classe. Sauf que les représentants des coordinations des enseignants appellent eux à faire grève. Est-ce qu'on ne se retrouve pas dans une situation extrêmement confuse? Justement, d'où l'intérêt, et c'est pour ça qu'on appelle à ce que, normalement, j'aurais aimé hier allumer, déjà là, au Parlement, j'aurais aimé hier que le sujet soit l'enseignement. Le gouvernement vient de signer un accord, c'est bien de parler de la santé, mais je suis désolé, hier, le sujet essentiel et important, ça aurait été l'enseignement. Malheureusement, il n'y a pas eu un accord avec le gouvernement à ce niveau. Deuxièmement,
après cette séance, j'aurais aimé que, au niveau des médias au moins publics, que le gouvernement soit là, présent, que les syndicats soient là, qu'on discute. Parce que, oui, il s'agit de coordination, mais il s'agit de centaines de milliers d'hommes et femmes de l'enseignement. C'est plus que les 2 tiers de la fonction publique. Donc, il fallait parler. 200 000 enseignants. La communication, c'est un moyen, à travers la télé, à travers les médias, de parler directement à ces gens et essayer aussi de les convaincre. Avant de passer au deuxième round, juste Hassan Lachgar, parce qu'il y a le secrétaire général de l'USFP qui avait fait une sortie il y a à peu près 2 semaines, sur Média TV d'ailleurs, et qui lui regrettait en fait la situation, déplorait le fait que le statut unifié, en fait le gouvernement n'ait pas pris le temps et de respecter les différentes étapes pour bien clarifier quid du statut unifié et de quoi il était composé. Et puis en même temps, en disant ce mouvement de grève aussi, c'est la responsabilité de ce gouvernement parce qu'il n'a pas tenu ses promesses et cette augmentation de salaire de 2500 dirhams par mois. Est-ce que vous êtes favorable effectivement et vous êtes aligné avec toutes les revendications des enseignants concernant ce conflit avec le gouvernement? Cette déclaration du premier secrétaire était dans un programme télévisé le 12 novembre. Et même avant cela, le 10 novembre, il y avait une réunion du bureau politique qui parlait justement de la nécessité du gel ou de l'arrêt de ce décret, parce qu'on voyait très bien que ça allait durer. Donc regardez combien de temps, pas politique, mais social, on a perdu, combien de temps on a fait perdre aux familles, tout ce qu'on a fait vivre aux gens. Donc ce avec quoi on vient aujourd'hui, on aurait dû le faire à l'époque. Entre-temps, le gouvernement parlait de gel des salaires, etc. Bon, je vais passer cette petite anecdote. Mais pour revenir à ça, oui, clairement, comme je vous ai dit, le gouvernement ne respecte pas ses engagements. Et en plus, aujourd'hui, le lendemain, le 13 novembre, le chef du gouvernement vient nous dire qu'on va donner 2500 dirhams de plus à ceux qui sont issus de la faculté de l'enseignement et pour le reste, on ne va rien leur donner. Mais le reste, ils ont été engagés par l'État. Ils sont déjà enseignants. On ne peut pas, dans la même école, la même classe, avoir un enseignant qui touche 5 000 et un enseignant qui touche 1,5 fois le même salaire. Et on lui demande, et qui sera enfermé avec ses 30, 40 ou 50 élèves dans une classe, et on suppose qu'il va donner le même effort. Donc pour vous, en tout cas, vous êtes pas sérieux. Est-ce qu'on doit en déduire que l'USFP et vous, qui représentez l'USFP aujourd'hui sur le ring, l'ODJ TV Radio, êtes parfaitement alignés avec l'essentiel des revendications portées par les centrales syndicales et en tout cas par les coordinations syndicales des enseignants? Sur les principes généraux des revendications syndicales, oui, on est d'accord. On ne peut pas ramener un nouveau statut avec des obligations, etc. Déjà, ne pas le discuter. En plus, ne ramener aucune augmentation salariale pour quelque chose qui va vous tenir pendant encore 20 ou 30 ans. Donc, je suis désolé, on comprend parfaitement. Après, l'augmentation, qu'elle soit de 1000 ou de 5000 dirhams ou de 2000 dirhams, ça, c'est la négociation. Et c'est là où le gouvernement doit aussi innover. Justement, juste sur ce point, le gouvernement, il y a une dizaine de jours, lorsqu'il a rencontré qu'il a repris le dossier à Cheikh Ibn Moussa, en disant voilà, les centrales syndicales ne sont pas d'accord sur un point, où c'est l'augmentation de 2500 dirhams par mois pour les primo-enseignants, ceux qui débutent leur carrière, et certaines centrales syndicales souhaitent que les principaux bénéficiaires soient ceux qui arrivent à l'échelle 10 et qui sont en fin de carrière. Donc du coup, apparemment, ce n'est pas tranché au niveau des syndicats. La négociation, c'est la capacité à créer un lien de confiance avec ces syndicats et à taire un peu le détail de la négociation tant qu'elle n'a pas abouti. Parce que la négociation, elle est difficile. Si en plus du fait que ce soit difficile, je dis ça sur les syndicats et ça leur crée beaucoup plus de problèmes qu'autre chose et on ne sait pas à quel niveau est-ce que c'est vrai ou pas, je pense que ce n'est même pas une façon de gérer ce genre de situation. Jamais je n'ai vu des négociations sérieuses où on fait fuiter des informations dans des conférences de presse alors que l'accord n'est pas encore là. Parce que certains vous diront que c'est des stratégies de communication politique. Malheureusement, ça a conduit à toutes ces semaines de grève qui risquent de continuer en espérant que ce ne soit pas le cas. En tout cas, c'est la sixième semaine consécutive. Deuxième round avec vous. Hassan Lachgar, projet de loi de finances 2024, on le disait, ça a été validé en première chambre des représentants, où vous siégez d'ailleurs. Et là, aujourd'hui, depuis une dizaine de jours, c'est à la chambre des conseillers. Projet de loi de finances 2024 vers plus de justice sociale, c'est ce que présente en tout cas l'exécutif et le gouvernement pour le financement de l'État social prioritairement, les aides directes pour les populations défavorisées qui vont démarrer à partir de la semaine prochaine, le financement de l'AMO, l'intervention d'ailleurs du chef du gouvernement lundi au Parlement allait dans ce sens, les aides au logement aussi, le relèvement des allocations familiales. Donc voilà, se dire voilà, nous c'est l'État social, ce PLF 2024, et c'est quelque chose qui n'a jamais existé au Maroc et depuis le Maroc indépendant que nous allons mettre en place, et donc on va aller vers plus de justice sociale. Est-ce que c'est un point de vue que vous partagez?
Il y a de grandes réformes qui se passent actuellement au Maroc. L'objectif de ces réformes est de sortir les gens qui sont dans les situations les plus précaires d'une précarité extrême. Donc aujourd'hui, quand on parle d'aide directe, projet initié par Sa Majesté le Roi, excellent projet. Quand on parle de l'assurance maladie, oui, etc., obligatoire. ça, c'est de très très bons projets qu'il va falloir gérer côté financement, mais qui sont excellents, qui vont permettre à une classe très très défavorisée d'avoir un minimum. Et après, selon les capacités de l'État, pourquoi pas faire évoluer ces aides. En attendant, ça c'est un côté. En attendant, ce qu'on attend du gouvernement, c'est de réussir ces réformes. Et ces réformes doivent s'accompagner avec principalement, on va se limiter à l'éducation et à la santé aujourd'hui, si on veut. Parce que c'est les gros piliers d'un État social. L'éducation, on est en train de voir, parce qu'au final, la loi de finances, c'est un budget qui permet de réaliser une politique publique. Ben, la politique publique de l'État au niveau de l'enseignement jusqu'à présent, c'est un échec. Et malheureusement, c'était bien avant ce gouvernement, j'allais vous dire. C'est un échec encore plus aujourd'hui, dans la mesure où on est à l'arrêt depuis 1 mois et demi, voire 2 mois. Je ne sais pas si les gens réalisent, mais les enfants de la majorité des Marocains aujourd'hui ne partent pas à l'école. Ou quand ils partent, ils n'ont pas d'enseignement. Et ça pendant 2 mois. Et on n'espère pas que ça va continuer. Donc pour moi, si j'étais au gouvernement, ma première priorité, voire ma seule aujourd'hui, ça aurait été ça. Quand je dis que le financement permet de réaliser des politiques publiques, moi je ne comprends pas comment un gouvernement peut avoir des situations pareilles et les ignorer. Mais en même temps, passer et parler sur d'autres sujets. Et moi, ça me dépasse. Sur l'état social, sur le projet de loi de finances 2024. Sur l'état social, pareil. Est-ce que c'est la première fois, effectivement, est-ce que vous partagez le discours de la coalition gouvernementale aujourd'hui et du RNI en première ligne, en disant voilà, ce que nous allons faire pour le Maroc, ça ne s'est jamais produit dans notre pays. C'est la première fois qu'on a atteint les taux de chômage qu'on a aujourd'hui. C'est la première fois qu'on a atteint les taux d'inflation qu'on a aujourd'hui. C'est la première fois qu'on a 280 000 personnes qui travaillaient et qui sont aujourd'hui au chômage, qu'on a des centaines de milliers de familles qui sont dans la précarité. Selon le ACP, c'est aussi les pires. Les ménages n'ont pas du tout confiance aujourd'hui, malheureusement, dans ce qui se passe au niveau du gouvernement. Donc, oui, les politiques desquelles on parle peuvent être pleines de... C'est de beaux mots, c'est de belles paroles. Mais concrètement, quel impact ça a sur le citoyen? Il y a une classe moyenne qui s'affaiblit de plus en plus, sachant que ce qu'on considère au Maroc comme étant classe moyenne, ce que considère le gouvernement comme étant classe moyenne, c'est un ménage où il y a une personne qui travaille au SMIC, même pas, qui est juste déclarée à la CNSS. Ça, c'est déjà une classe moyenne pour le gouvernement. Mais en même temps, ce que prévoit le gouvernement à partir du 1er janvier 2024, c'est l'exonération de TVA sur les médicaments, sur les intrants, sur les packaging, l'exonération de TVA également sur les fournitures scolaires, l'exonération de TVA sur le beurre d'origine animale, sur les conserves de sardines. Donc il y a une série aussi d'exonérations de TVA, essentiellement d'ailleurs sur les médicaments, ce qui va se traduire par une baisse des prix des médicaments, des fournitures scolaires également. Est-ce que ça vous saluez? Il y a certaines baisses qui vont être bénéfiques, il y a certaines baisses qui, nous, à l'UESFP, nous ne pensons pas qu'elles seront bénéfiques. Comme lesquelles, et je vais vous dire autre chose, comme la baisse de la TVA sur les médicaments. Et les intrants? Tant qu'on ne peut pas compter cette TVA dans notre comptabilité, qu'on ne peut pas la récupérer, ce qui est le cas des médicaments, on ne pense pas que ça va réellement affecter le prix. On l'espère, on verra, le gouvernement nous rassure par rapport à ça, mais que ce soit les professionnels, ou une compréhension un peu basique qu'on peut avoir de la comptabilité fait qu'on ne pense pas que ça aura l'impact souhaité par le gouvernement. Et on va dire autre chose, c'est que le gouvernement, les variations qu'il a effectuées au niveau de la TVA ne visaient pas le pouvoir d'achat, mais il visait ce qu'on appelle le butoir. Oui, la TVA butoir et la neutralité fiscale. La neutralité, c'est la définition de la TVA. Est-ce que ça n'a pas du sens politique? Oui. Beaucoup de professionnels considèrent qu'effectivement, tendre vers la neutralité de la TVA, ça fait très longtemps que beaucoup de professionnels du secteur privé d'ailleurs exigent ça de la part des gouvernements respectifs. Qui pourrait augmenter les prix de certains denrées, on n'est pas d'accord. Certains prix pourraient augmenter, soi-disant, a priori, et certains prix devraient baisser. Nadia Ftahelaoui, ministre de l'économie et des finances, a dit de toute façon, il n'y aura pas d'augmentation générale des prix. Voilà, par rapport à cette réforme de la TVA. Il y aura une augmentation certaine à travers la douane des produits ménagers de première nécessité, des petits produits ménagers, des appareils, des téléphones portables. Il y aura une augmentation. Est-ce que ça vous gêne ça? Est-ce que ça vous gêne ce qui est prévu aujourd'hui d'augmenter les droits de douane à l'importation
des produits électroménagers, des sèche-cheveux, des rasoirs. Ça nous gêne dans la mesure où, à notre connaissance, il n'y a pas de logique aujourd'hui. Il n'y a pas une logique. Il n'y a pas une logique dans les variations qu'on a effectuées au niveau des droits douaniers. Parce qu'à la fois, on a baissé certains droits douaniers de 40 à 30% en nous disant que ça n'a servi à rien, que ça a tué des commerces, etc. Et on vient pour d'autres produits, on les augmente de 2,5 à 30%, alors qu'il n'y a aucune production nationale au niveau de ces produits. Vous faites référence à produits de smartphone, par exemple? Smartphone et produits ménagers. On ne produit pas de séchoir au Maroc. Est-ce que derrière, il n'y a pas une logique industrielle? C'est-à-dire que substituer ces produits-là et favoriser l'émergence d'une industrie? Qu'il y ait un embryon d'industrie au Maroc, on serait d'accord. Mais augmenter juste pour augmenter, on ne comprend pas très bien. Et au final, ce n'est pas ça la logique, parce que madame la ministre et monsieur le ministre délégué ont été honnêtes dans la mesure où ils parlent surtout d'une possibilité d'avoir 1 milliard 200 millions de dirhams. Et c'est ça l'objectif de cette augmentation. Des droits douane à l'importation. C'est pour ça qu'on... Mais en même temps, est-ce que vous, effectivement, ça générerait autour de plus d'1 milliard de dirhams? Est-ce que c'est pas une bonne nouvelle pour les caisses de l'État et pour les financements de l'AMO, pour le financement des aides directes financières, pour le financement des aides au logement? Ce qu'on a demandé le groupe socialiste au Parlement, ce qu'on demande au gouvernement, c'est de nous expliquer c'est quoi sa stratégie, sa vision, que ce soit au niveau de la TVA, mais aussi au niveau de la douane. Pourquoi on change ça cette année, pourquoi tel produit et pas d'autres, qui nous explique un peu l'état général de ça, et après que ça se fasse. Deuxième chose, nous ne considérons pas que ces variations douanières, surtout douanières, sont si importantes que ça dans la loi de finances, parce qu'au final, ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on va faire des budgets qu'on a alloués aux différents départements. Est-ce que le gouvernement va réussir à bien mener les politiques publiques qu'il est en train de financer à travers cette loi de finances? Mais le fait d'avoir recours aux recettes fiscales, en les augmentant pour financer tous les dispositifs sociaux, le chantier social, est-ce que ça vous dit il y a cohérence? Malheureusement, quand ça touche aussi les classes moyennes, ça nous inquiète. Aujourd'hui, il y a une augmentation de TVA sur l'électricité. On nous dit que ça ne va pas augmenter le prix parce que le prix il est fixé par décret. Mais qui va absorber cette hausse? Par mal l'État. Il est subventionné chaque année par l'État. Donc l'État, il va encaisser cette hausse jusqu'à quand? Pendant 4, 5, 6 mois. Mais certainement, le décret sera changé en Conseil de gouvernement et il y aura une augmentation à ce niveau. Donc ce que nous disons, c'est que nous continuons à toucher cette petite classe moyenne très très fragile que nous avons au Maroc et on ne lui offre aucune alternative. Et pire, le chef de gouvernement, quand il avait présenté d'ailleurs l'aide sociale directe, il avait parlé qu'en mars, on allait commencer à discuter de comment peut soutenir la classe moyenne. La classe moyenne par une réforme de l'IR, c'est ce qui avait été annoncé, à travers une augmentation de l'inflation à des taux qui ont atteint pour les produits de première nécessité 15 à 16% par année. Le panier du Marocain, de la classe moyenne, est passé de 1000 dirhams, par exemple. Celui qui achetait 1000 dirhams achète aujourd'hui au moins les mêmes denrées à 1500, 1800 dirhams. Est-ce que vous connaissez une société un pays dans le monde qui n'a pas été impacté par l'inflation? Non, tous les pays sont impactés par l'inflation, mais les pays de notre niveau, contrairement à ce qui se dit, avec notre niveau d'inflation, avec notre niveau de développement, sont à des taux de croissance qui dépassent les 5%. Malheureusement, nous n'avons pas créé de croissance, nous avons un taux d'inflation très très élevé, et malheureusement, c'est ce qui finance aujourd'hui les recettes de l'État. Tout ce que fait l'État, c'est à travers l'inflation. Et qui va financer les politiques sociales. Mais en même temps, qui va financer les politiques sociales. On est bien d'accord. Mais ça mènera vers rien. Parce que tant qu'on finance notre politique sociale uniquement par l'inflation, ça ne mène à rien. Il faut que, au moins, on réussisse à atteindre un certain niveau de croissance, chose qu'on ne réussit pas au Maroc. Petite question. Et quand on nous parle de croissance, surtout le gouvernement, ils vont souvent nous comparer avec des pays occidentaux, chose qui n'a pas de sens. Avant de passer au troisième round, juste une dernière petite question, Hassan Ajgal. Est-ce que vous applaudissez le fait que ce gouvernement s'apprête à réduire drastiquement le budget de la caisse de compensation, en retirant progressivement la subvention sur la bouteille de gaz, et que donc on était sur des trains de 22 milliards de dirhams de budget de la caisse de compensation. L'objectif, en tout cas que s'est fixé le gouvernement, c'est de le réduire progressivement pour le ramener à 8 milliards à l'horizon 2026. Le retrait Il n'y a rien à applaudir dans cette mesure. Cette mesure, elle est applicable. Je ne sais pas si le gouvernement va la faire ou pas, mais elle est applicable le jour où on n'aura plus besoin de cette caisse de compensation. Ça veut dire le jour où on estime que ce qu'on compense n'impacte plus le citoyen. Si moi, par exemple, je compense la bonbonne de gaz, que je rajoute 10 dirhams, ça ne va pas impacter le citoyen et que je décide de l'arrêter parce que ça coûte beaucoup
à la caisse de l'État, là oui. Mais ce n'est pas une mesure difficile à prendre. On arrête de donner de l'argent. Ce n'est pas une réforme. Mais faire des économies budgétaires. Ce n'est pas des économies, parce qu'au final, le budget, c'est notre budget à tous. C'est comment on va gérer un certain budget. Est-ce qu'on décide de donner de telle manière pour ou contre le retrait de la subvention progressive sur la bonbonne de gaz? Est-ce que vous, Hassan Ashgar, en tant que député de l'USFP, vous êtes pour? Nous, à l'USFP, nous considérons que si nous continuons au niveau de la réforme aux aides directes, la réforme sociale qui soutient les classes les plus défavorisées, et surtout si on réussit à accompagner ça avec des mesures sérieuses qui vont aider cette classe moyenne, des augmentations de salaire, etc., oui, on est tous pour. En tout cas, à terme, n'importe quel gouvernement qui serait au Maroc va finir par... La priorité que s'est fixée le gouvernement, c'est les populations défavorisées avec les aides directes qui viendront compenser le retrait de la compensation. En espérant qu'il ne crée pas de nouvelles populations défavorisées. Parce que moi, je suis député de Rabat. À Rabat, dans certains quartiers, beaucoup de gens ne sont pas considérés comme des populations défavorisées alors qu'ils travaillent à temps partiel, pas au SMIC, au taux horaire du SMIC. Donc, c'est des gens qui touchent entre 1500 et 2000 dirhams et ils n'ont pas malheureusement le bénéfice de pouvoir bénéficier de le luxe de pouvoir bénéficier de ces aides directes. Troisième round, donc on l'a vu il y a quelques jours, beaucoup ont été surpris de cette alliance scellée entre l'USFP, l'Union socialiste des forces populaires, et le PPS. Donc la question c'est est-ce que l'USFP, avec cette alliance, a décidé d'entériner tout retour au gouvernement dans la perspective éventuelle de remaniement ministériel, parce qu'il y a des rumeurs persistantes là-dessus. Est-ce que se rapprocher du PPS, est-ce que c'est s'éloigner d'une éventuelle entrée dans une future coalition gouvernementale? Je vous prendrai 3 minutes environ, 2 minutes pour expliquer un peu la position de l'USFP. Depuis la constitution du gouvernement, on a dit à l'époque qu'il n'était pas normal pour l'équilibre institutionnel de ce pays d'avoir les 3 plus grands partis qui sont dans la majorité. 2 ans et demi plus tard, ce qu'on dit a été confirmé. Parce que ce mastodonte au niveau du Parlement, cette majorité avec plus des 3/4 quasiment de sièges, avec les conseils provinciaux, les conseils régionaux, les communes, avec leur influence même sur les syndicats, sur la CGEM, ont étouffé un peu tout le monde. Et réellement, par exemple, rien qu'au niveau du Parlement, aujourd'hui dans une séance de questions orales où on a 3 heures, l'opposition réunie a environ 13 ou 14 minutes. Aujourd'hui, l'opposition réunie ne peut pas faire une commission d'enquête, faire une proposition, pas à valider une motion de censure, mais juste demander une motion de censure, une commission parlementaire. Donc on a étouffé tout ce que peut faire l'opposition malheureusement, et ce qui est constitutionnellement, théoriquement... C'est pour ça que il y a cette alliance avec le PPS? Pas que, on y arrive. Oui. Donc cet aspect, cette absence d'équilibre institutionnel, exactement, nous a poussé, et on a déclaré à l'USFP déjà il y a 3 semaines ou même plus, que l'USFP était en train de s'ouvrir à toutes les forces de ce pays, partis politiques au Parlement, mais aussi partis politiques qui ne sont pas représentés au Parlement, aux syndicats, aux hommes d'affaires, etc., pour essayer de recréer un équilibre, de contrebalancer, parce que malheureusement, ce n'est pas uniquement pour nous plaindre, ce n'est pas par rapport à nous, mais malheureusement, ce mastodonte de 3/4 des sièges, de cette présence a étouffé le débat. Et aujourd'hui, il n'y a plus de relais pour ces gens qui n'ont aucune représentation, et on revient à chaque fois à des phénomènes sociaux comme on vit aujourd'hui avec cette grève des enseignants. Sauf que certains vous critiquent en disant mais l'USFP vient de se réveiller au bout de 2 ans, parce que ça fait 2 ans que l'USFP est à l'opposition avec le PPS et le mouvement populaire, et l'USFP a toujours refusé a priori une alliance élargie lorsque le mouvement populaire et le PPS ont décidé de s'unir. Ça dans un premier temps. Et des experts, enfin spécialistes en politique aussi, politiciens qui disent ben voilà, on ne comprend pas, on a eu cette sortie du LSFP début septembre 2023, bien avant d'ailleurs le séisme, avec la sortie du premier secrétaire de l'USFP, qui a fait cette déclaration en disant ben, il faut que nous, en fait, l'USFP, on pourrait jouer un rôle déterminant dans cette coalition gouvernementale si l'occasion se présentait. Donc voilà, vous voyez ce que je veux dire? C'est d'un côté, on disait l'USFP qui fait l'appel du pied pour éventuellement intégrer la majorité gouvernementale, et puis aujourd'hui veut resserrer les rangs au niveau de l'opposition. En fait, comme tout parti, nous sommes là pour gouverner. Ça, c'est le numéro 1. Mais au-delà d'être là pour gouverner, ce que nous avons dit, que ce soit début septembre ou bien au début de l'expérience, et ce que nous disons aussi aujourd'hui, c'est qu'une majorité aussi grande
n'est pas viable pour notre jeune système démocratique, pour l'évolution de notre démocratie au Maroc, et chose qu'on remarque concrètement aujourd'hui. Donc ça, c'est pour nous un premier point. Donc l'USFP n'a jamais évolué dans ses positions, ou là, avec cette alliance resserrée avec le PPS, effectivement, alors, vous avez changé un petit peu de stratégie. Pour revenir à l'alliance avec l'opposition, etc., nous avons toujours considéré, et nous considérons toujours, que travailler avec les différents partis de l'opposition, principalement le PPS, le mouvement populaire, que travailler avec les syndicats, le PJD pour le moment, nous ne pensons pas pouvoir travailler avec lui pour plusieurs raisons, mais une raison principale, c'est que nous ne voyons pas défendre avoir les mêmes revendications demain quand il s'agira, par exemple, du code pénal, quand il s'agira, par exemple, du code de la famille. Donc, clairement, ou même de la procédure civile qui vient aujourd'hui au Parlement. Donc, clairement, nous n'avons pas les mêmes référentiels. On ne peut pas travailler sur tous les sujets avec le PJD. Par contre, ce n'est pas le cas avec le PPS, ce n'est pas le cas avec le MP, ce n'est pas le cas avec d'autres partis qui ne sont pas représentés au Parlement, ce n'est pas le cas avec les syndicats. On a beaucoup plus de terrain en commun. Pourquoi vous l'avez pas fait avant ? Et pour redire aussi une autre chose, si vous avez fait attention à ce que vous appelez à l'opposition, il y a eu une première tentative la première année qui s'est arrêtée la première année au niveau des 3 partis, pas uniquement des 4 partis si on veut, pas uniquement de l'USFP. C'est qu'au final, l'opposition a beaucoup plus de temps et de présence en présentant des amendements, chacun à sa manière. Et après, ce qui est intéressant et ce qui est arrivé, si vous avez remarqué lors de la loi de finances et même avant, lors des dernières lois, c'est qu'au-delà des différentes, par exemple, l'USFP va présenter ses amendements, le PPS, MP, etc. Mais le vote, il est commun. Donc ça, c'est intéressant. C'est beaucoup plus intéressant qu'une alliance imaginée, figée, de partis d'opposition qui, au final, ne gouvernent pas. On ne va pas vers une alliance entre PPS élargie, peut-être mouvement populaire, pour avoir une opposition plus forte. L'opposition sera plus forte si elle existe au Parlement, si elle se renforce encore plus au Parlement, mais surtout si elle existe aussi ailleurs. Et les partis, ce n'est pas que leurs groupes parlementaires. Les partis, c'est plein d'autres structures au niveau des professions, au niveau des associations, etc. Et c'est le renforcement de tout ce mouvement qui est important. Dernière petite question, on sait en fait, tout le monde n'est pas censé l'ignorer, des relations difficiles pendant plusieurs années entre le premier secrétaire de l'USFP et Nabil Melabla, secrétaire général du PPS. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, les deux responsables ont décidé de faire la paix après avoir fait la guerre? Je ne pense pas qu'il y a des relations personnelles compliquées ou simples entre 2 chefs de parti. Il y a des conjonctures qui font qu'il y ait un rapprochement ou pas. Je ne pense pas que le niveau de là ce soit personnel. Alors là, je ne. Pour moi, c'était tendu. On n'a qu'à voir partagé. On n'a qu'à voir M. Abdeltaf Wahbi et c'est Aziz Akhnouch. Pourquoi? Ils ont des révélations à faire, ça veut dire. Malgré l'historique qu'on a eu avant les élections, et on peut dire qu'à un moment donné, le PAM a fondé son discours autour d'une animosité avec le RNI. Juste après les élections, ils se sont retrouvés, ils gouvernent aujourd'hui bien ensemble. C'est ça la politique en fait? Non, c'est on peut être adversaire un jour, ami, et puis être ami? Pas à ce point, mais quand il s'agit de l'USFP et du PPS, historiquement, sur les 10 dernières années, il y a eu des moments de rapprochement et il y a eu des moments de différence, mais pas dû aux personnes, dû aux positions des partis à la majorité, au gouvernement. Ça, je regarde juste pour conclure, qu'est-ce que vous pensez de cette rumeur? On a des rumeurs tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois d'un remaniement ministériel qui serait imminent. Est-ce que du côté de l'USFP, on suit ça avec beaucoup d'attention? On se dit, ça peu importe, ça ne nous intéresse pas parce que nous, on est en train de préparer 2026 et en train de se dire, voilà, une opposition forte, un USFP qui ressort encore plus fort pour préparer 2026. À l'USFP, on est en train de travailler et puis le remaniement ministériel, c'est pas de notre ressort, c'est du ressort qui est bien défini constitutionnellement. Donc, mais vous, ça serait une bonne chose qu'il y ait un remaniement ministériel pour vous, selon vous? En notre sens, oui. On pense qu'il y a une sorte de tradition au Maroc de remaniement de mi-mandat. Au-delà de la constitution même du gouvernement, les 3 partis ou s'il y a d'autres partis, si on enlève un parti, etc. Mais pour nous, c'est intéressant parce que c'est même au niveau des compétences qu'on nous a présentées, malheureusement, il y a un échec total. Au niveau de la communication, on n'arrive pas à convaincre les Marocains, on n'arrive pas à présenter de grands projets qui peuvent être menés, ni à mener à bien des réformes qu'on a
dit au niveau du programme gouvernemental. Si remaniement ministériel il y a, en tout cas, est-ce que ça veut dire que ça se fera de toute façon sans l'USFP? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est acté ou vous dites que c'est encore ouvert? Je suis personnellement secrétaire régional du parti, oui. Rabah Saleh Qenitra. Je pourrais vous parler au niveau de la région, de la ville à ce niveau, mais à mon sens, à notre sens, au sein de l'USFP, un remaniement devrait avoir lieu. Il aura certainement lieu dans les mois à venir. Avec ou sans l'USFP, avec ou sans l'USFP, l'important, c'est qu'il y ait un remaniement et que ce remaniement ramène un peu des compétences politiques. On a besoin de plus de politique dans le gouvernement. Alors aujourd'hui, est-ce que c'est plutôt sans la tendance lourde, plutôt sans l'USFP ou avec l'USFP, le remaniement? La tendance du moment. Pour qui? Pour l'USFP. Est-ce que la tendance... On est à l'opposition maintenant, on est bien dans notre opposition. Très bien, avec au moins c'est clairement dit. Merci. Merci infiniment à vous, Hassan Lachgal, je rappelle, député USFP et secrétaire, vous avez... Régional, c'est le lapsus révélateur ou non révélateur, mais voilà, vous avez réinsisté sur secrétaire régional du parti USFP pour la région de Rabah, Saleh et Kenitra. Merci à vous et à très bientôt.